bonjour à tous. Nous sommes bonjour à tous en direct de la Journée nationale des investisseurs. On est très heureux de démarrer cet après-midi par une interview exclusive. On accueille Stéphanie Goujon, bienvenue. Vous êtes directrice générale de French Impact, donc l'occasion d'approfondir les sujets de l'impact, et Dieu sait si c'est un sujet qui préoccupe les investisseurs institutionnels. Peut-être rappeler, donc French Impact, ça a été créé en 2018, c'est créé par le gouvernement, en tout cas c'est à l'initiative du gouvernement. Concrètement, quel est votre fonctionnement? Puis après, on va rentrer plus profondément dans vos missions. Oui. Bonjour Ludivine, bonjour à tous. Je suis ravie vraiment de pouvoir présenter un petit peu French Impact aujourd'hui. Ça témoigne de l'intérêt grandissant des investisseurs pour l'ESG, pour les thématiques d'impact. En fait, j'ai l'impression que ça devient presque tautologique avec votre métier. Et du coup, comme vous l'avez rappelé, French Impact est issu d'une initiative gouvernementale, donc lancée en 2018 au niveau du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et en fait, nous, ce qu'on vise, c'est notre mission, c'est de faire grandir, de développer l'innovation sociale dans notre pays, et donc plus particulièrement les projets à impact social et environnemental. Un peu comme un équivalent de la French Tech pour l'économie à impact. Donc on fait trois choses. Un, on identifie des projets sur des secteurs qui vont être ceux de l'agroécologie, de la santé, des mobilités douces. Deux, on facilite leur accès au financement, les dispositifs publics, mais également tout ce qui est l'impact investing, bien évidemment, et on a des partenariats avec une trentaine de fonds. Et troisième chose, on va faire connaître ces projets aux administrations, aux fonctionnaires, dans l'idée de pouvoir faire sauter parfois des freins réglementaires qui entravent le déploiement des initiatives. Vous savez qu'en France, on a un droit qui peut être assez contraignant par moment. Comment en avoir une interprétation positive, mais aussi pour inspirer le service public de demain. Voilà ce qu'on fait. Alors justement, on va reprendre sur ces différentes étapes. Alors, une des premières, c'est d'identifier les projets. Alors, justement, parce qu'il y a quand même pas mal de projets qui se montent, qui ont cet objectif-là. Les jeunes générations, d'ailleurs, participent pas mal de ces nouveaux projets. Comment les sélectionner et sur quels critères aussi? Alors, c'est pas moi depuis Paris, derrière mon site internet, qui vais pouvoir témoigner que tel projet sur la e-santé ou sur la mobilité douce est un vrai projet à impact social, environnemental, prometteur, qui va pouvoir grandir. Donc, on travaille avec des partenaires locaux. Ce sont des collectifs mixtes, publics, privés, qui vont justement nous remonter ces projets prometteurs. Donc, ça, c'est le premier. Ben, ça peut être... à chaque fois, c'est des équipes cœur. C'est-à-dire qu'on a 5-6 acteurs qui sont soit une mission des municipalités sur l'innovation sociale, soit un lab zéro de préfecture, avec un incubateur ou un accélérateur de l'économie sociale et solidaire, avec un entrepreneur social de la région. C'est en fonction des territoires qui ont choisi de se mettre ensemble, les acteurs qui ont décidé de coopérer, c'est ces collectifs-là qui vont nous remonter ces projets avec qui on travaille étroitement. On se déplace énormément partout en France, tant que les conditions le permettent. Donc, ils vous remontent les projets. Quelle est votre grille justement de critères pour pouvoir dire on va prendre un tel, parce que j'imagine vous avez le la choix. Définition de l'impact, c'est un sujet, on pourrait y passer des journées, si ce n'est des heures, et il y a toute la mission, bien sûr, nous on travaille aussi de concert avec Bercy et avec la mission mandatée de Finance for Tomorrow sur ces questions de définition de l'impact. Donc nous, vous l'avez compris, on sera plus côté porteur de projet que côté investisseur. En fait, on a, pour ça déjà, on identifie des secteurs. Parce que comme on est sur une mobilité douce ou le sport santé ou la réussite éducative, de facto, ce sont des secteurs à impact social et environnemental. Donc je pense que ça, c'est déjà très important de savoir que chez French Impact, vous êtes sur le champ des transitions en fait, écologiques et solidaires. Et puis après, c'est avec nos partenaires locaux qu'on va pouvoir se doter de critères. Donc les critères environnementaux sont peut-être plus faciles à appréhender que les critères sociaux, mais ça peut être aussi le nombre de bénéficiaires, le nombre de partenaires. Il y a une notion aussi de dynamique partenariale, de dynamique territoriale qui est importante. Et là, ce qu'on est en train de mener en partenariat avec l'OCDE, c'est qu'on coordonne un consortium international de 18 organisations partout dans le monde pour faire le lien
entre la mesure d'impact, donc à hauteur d'entreprise, et les objectifs du développement durable, l'agenda onusien. Je suis confuse parce que j'ai oublié mon petit badge, mais bon, d'habitude, je l'ai, avec les 17 ODD. Et donc ça, c'est aussi une grammaire commune qui peut aider les projets à être plus lisibles, plus visibles, et donc mieux financés, parce qu'on remarque que les investisseurs s'emparent de plus en plus des objectifs du développement durable. Oui, les 17, je peux vous dire, en tout cas, les investisseurs dans la salle, ils savent très bien de quoi vous parlez. Alors justement, est-ce que vous êtes parfois amené à affiner les critères en fonction peut-être des retours que vous avez des investisseurs, ou est-ce que c'est ajusté, c'est affiné ou... Alors, pour l'instant, on reste assez sur mesure en fonction des territoires et des secteurs. C'est assez compliqué et pour tout vous dire, à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de livrer les premières conclusions justement du rapport que nous avons conduit avec les 18 organisations. Et donc le rapport sera bientôt disponible in extenso. Et une des conclusions qu'on a, donc transversale à tous ces pays, c'est de dire que c'est extrêmement compliqué de standardiser les indicateurs d'impact. Les objectifs de développement durable sont des grands objectifs macro. Après, les indicateurs doivent quand même avoir une part personnalisée par secteur, voire par territoire. Aussi, nous, une des recommandations qu'on peut avoir, c'est que chaque région, en tout cas en France, peut peut-être se saisir d'une priorité sur 1, 2 ou 3 ODD. On ne peut pas forcément écraser le temps et les nourrir toutes en même temps. Donc voilà, ça va être une de nos conclusions. Donc affiner, je ne sais pas, mais en tout cas, promouvoir cette culture de l'évaluation et de la mesure d'impact, déjà, ça, c'est un premier pas. On va y revenir justement à la mesure d'impact pour avoir votre regard là-dessus. Juste par rapport aux thématiques, donc environnementale, sociale, à égalité. En préparant cette interview, vous me citiez aussi une étude, Harris, justement sur la sensibilité des Français. On sait qu'elle a évolué aussi avec la crise, avec le contexte qu'on traverse, pour la prise en compte des enjeux ESG. Alors justement, comment vous suivez ça? Est-ce que vous avez des consignes par rapport justement à servir plus une thématique qu'une autre, qu'elle soit portée globalement par les Français? Est-ce que ça rentre aussi en jeu? Alors, en fait, on va peut-être rappeler effectivement l'étude Harris Interactive, donc qu'on a mandaté pour avoir la perception des Français sur notamment l'économie sociale et solidaire. Et donc, on fait ce constat que plus de la moitié des Français ne sont pas pleinement satisfaits du modèle économique actuel, notamment en ce qui concerne les inégalités sociales. Donc ça, c'est quand même un premier constat. Et on se rend compte juste après que quand on les interroge sur l'économie sociale et solidaire, ça pourrait correspondre dans la manière d'entreprendre et dans les thématiques qui sont abordées à des aspirations. Et notamment sur le volet effectivement social que vous soulignez. Alors, est-ce que nous, après French Impact, on va décider en Occitanie ou en Bretagne quel type de thématique pousser? Non. En fait, pour le coup, c'est une démarche un peu girondine de l'impact, c'est moi l'expression, mais du coup, ça vient des territoires. C'est eux qui savent quels sont leurs grands enjeux en fonction des particularités locales qu'il peut y avoir, des acteurs, des dynamiques des acteurs qui peuvent être en place. Ce qu'on observe après, c'est qu'il y a quand même des grandes thématiques qui sont adressées dans nos 700 projets, qui sont, je vais citer, l'alimentation durable avec les circuits courts, l'agroécologie, toute la question des mobilités douces. Et il n'y a pas que les kiosques à vélo, il y a aussi des lignes de covoiturage, par exemple, qu'on peut mettre en place avec des algorithmes entre des zones rurales et des agglomérations. Donc ça, c'est une initiative qui s'appelle ECOF, par exemple, qui fait ça. Il y a aussi tout le sujet de la réussite éducative. Il y a tout ce qui va être nouvelle solidarité par rapport à la transition démographique. On peut peut-être rappeler qu'en 2050, il y aura un Français sur 4 qui aura plus de 70 ans. Donc voilà, on travaille notamment sur le sport santé. Il y a des problématiques aussi qui vont être liées aux énergies douces. Voilà, vous voyez, il y a quelques thématiques comme ça qui émergent et qui sont en fait celles qui correspondent aux préoccupations des citoyens. Et ce n'est pas qu'un heureux hasard, c'est que les territoires ont besoin d'adresser ces besoins. Voilà. Bien sûr. Après, on aime bien aussi identifier des bonnes initiatives. Et est-ce que, du coup, vous, puisque vous fédérez l'ensemble, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit reproductible sur d'autres territoires et qu'il y ait une cohérence globale? Tout à fait. Nous, notre credo dans la méthode, c'est la coopération et de faire passerelle entre des univers qui ne se parlent pas encore assez, qui vont être l'univers des innovateurs sociaux, qui sont souvent des
taille plus modeste, d'entreprises qui sont très agiles, qui sont plus près des besoins. C'est comme ça qu'ils ont pu inventer des solutions. Oui, tous les projets dont vous parlez, ce sont vraiment des petites structures? Ce sont des petites structures qui peuvent aller de 10 à 500 salariés et qui peuvent être en train de lever 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros. Donc voilà, nous, on est justement en train notre travail, c'est aussi de les acculturer et de les former tous les outils de financement de l'innovation sociale et à permettre aussi qu'ils puissent rehausser le niveau de leurs ambitions en termes de tickets s'ils sont en levée de fonds. Ça, c'est un gros travail qu'on mène avec nos fonds d'investissement partenaires, nos fonds d'impact investing partenaires. Donc du coup, mais pour répondre à votre question, donc on réunit ces différents univers, les univers des innovateurs sociaux, l'univers des investisseurs, on en a parlé, l'univers des décideurs publics à tous les échelons, parce que bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il peut aussi y avoir des freins réglementaires, j'en parlais tout à l'heure, qui peuvent entraver le déploiement d'initiatives. Et c'est extrêmement important aussi de pouvoir réunir ces mondes de la fonction publique et des dirigeants d'entreprises sociales. Donc on a tout un programme là-dessus. Et puis un autre univers qui va être l'univers de l'économie dite conventionnelle. Alors j'aime pas tellement ce terme, je ne sais pas quel terme employer, mais on va dire les grands groupes qui peuvent aussi avoir un pouvoir amplificateur. Donc vous voyez, ce qu'on essaie de mettre autour de la table pour que ces initiatives puissent grandir, c'est justement le pouvoir amplificateur des grands groupes, le pouvoir facilitateur de l'État, des services déconcentrés, des régions, et le pouvoir d'inventivité de ces entreprises sociales, environnementales, de territoires à impact. Ça renforce, j'imagine, le dialogue des investisseurs locaux, des grands investisseurs locaux aussi qui peuvent être... Tout à fait. Nous, on fonctionne sur la base de conférences, encore une fois, territoriales, parfois thématiques, où on va sourcer, identifier une trentaine, une quarantaine de projets en levée de fonds, et on va proposer à nos fonds d'investissement partenaires, donc qui sont souvent sur Paris, de venir les rencontrer. On fonctionne beaucoup par visio aussi actuellement, dans les conditions actuelles, mais on peut faire du mixte, et on convie également les fonds d'investissement régionaux. Il y a beaucoup de fonds qui sont mixtes au niveau régional, et ça, c'est extrêmement porteur, parce que ça permet aussi du co-investissement, ce qui est aussi un gage de sécurité pour les investisseurs. De voir qu'il y a à la fois une dynamique territoriale, des décideurs publics qui sont impliqués. Nous, French Impact, on est aussi un garant en fait, de crédibilité des projets. Tout ça est très vertueux, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et c'est vrai que la crise a amené tous les écosystèmes locaux à mieux se parler, plus se parler par nécessité. Donc c'est aussi un bon moment pour les sensibiliser. Je reviens à la question de la mesure d'impact. Alors, je ne m'attends pas à ce que vous nous donniez la solution, ce serait évidemment trop bien, mais avoir votre vision critique et aussi sur les possibilités à l'heure actuelle, en tout cas, pour avoir quelque chose de fiable. Alors, vous savez, moi, je suis ancienne porteuse de projet avant, donc j'ai fait énormément d'études d'impact, de critères d'évaluation, etc. Et effectivement, je vais être un petit peu déceptive, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une standardisation possible tout de suite maintenant sur la question de la mesure d'impact. Il y a déjà un impératif à faciliter cette culture de la mesure et de l'évaluation et que toutes les entreprises sociales et environnementales puissent s'y mettre. Et je pense que le lien avec les objectifs de développement durable peut constituer justement un vocabulaire et une grammaire commune rassurante pour les investisseurs. Mais il faut être conscient qu'il y a 3 freins. Premièrement, il va y avoir un frein technique parce qu'il y a pléthore d'outils et de méthodes, donc c'est compliqué de s'y repérer quand vous êtes porteur de projet. Et in fine, peut-être que la solution viendra aussi des normes extra-financières, du CRDS, de tout ce qui se passe, du combat de la France et de l'Europe pour aussi influencer sur ces normes. Ouais. Ça, je pense que ce sera un véritable changement systémique. Et peut-être, qui sait, encore plus loin de les normes IFRS, on peut envisager ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là. Et donc déjà, il faut favoriser cette culture et cette mesure de la mesure d'impact et de l'évaluation. Et donc, il y a ce frein technique, il y a aussi un frein culturel. Parce qu'on est beaucoup, quand on est sur de l'impact social et environnemental, sur du bénéfice qui peut être parfois immatériel, pas toujours évident de le quantifier. Donc il y a cette crainte aussi que ce soit un petit peu punitif, un peu sanction, la mesure. Donc comment on peut favoriser le fait que finalement ce soit des indicateurs qui permettent de corriger et pas de sanctionner. Et puis il y a un frein financier. Vous l'avez dit tout à l'heure, Ludivine, on est quand même sur des projets qui vont être parfois de taille un peu plus modeste, en tout cas par rapport à des grands groupes, de dépenser de l'argent et du temps homme
à faire son étude d'impact, ça peut être significatif quand on est plutôt une PME, une ETI. Et nous, on avait une recommandation dans le cadre du forum Giverny de la RSE, où on copilotait un groupe sur la transition des territoires, qui serait de rendre éligible au crédit impôt innovation cette mesure d'impact, justement, pour les TPE et les PME, et voire les ETI. Et de voir ce qu'on pourrait faire pour les structures qui sont non lucratives, qui, de facto, ne payent pas d'impôts. Mais en tout cas, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau financier. Les investisseurs aussi peuvent contribuer au financement de ces mesures d'impact. Ça constitue un véritable frein aujourd'hui pour les structures. Les aider à être dans cette mesure d'impact. Juste pour terminer, vous-même, quels objectifs, est-ce que vous avez des objectifs qui vous sont donnés en termes d'impact, en termes de levée de fonds peut-être aussi, de nombre de projets portés Alors, on est en plein. Alors, je ne peux pas tout dévoiler parce qu'on est en plein plan moyen terme stratégique à 3 ans. Donc, ça fait 3 années qu'on a été lancé. Donc, je vous ai dit qu'on avait 700 projets. Déjà, on aimerait bien faire 10 fois plus dans les 3 prochaines années. Ah, oui, mais il y a un foisonnement d'initiatives absolument exceptionnel. Tous les projets ne sont pas comparables en termes de taille et de poids, mais ils ont tout un rôle à jouer dans la cohésion en fait de notre pays. Non, surtout pas. Et il faut rappeler que si on veut avoir des licornes, c'est bien d'avoir déjà des très jolis poneys. Et voilà. Et du coup, nous, c'est aussi là-dessus qu'on travaille, sur cette cohésion, sur le lien social, sur ces dynamiques. Voilà, donc voilà déjà un bel indicateur. D'ici 3 ans, rendez-vous. Rendez-vous, on vous réinvitera. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie Goujon pour cet éclairage. Écoutez, restez avec nous puisqu'on va poursuivre un peu sur le thème, et puis je suis sûre que dans la salle vous aurez quelques questions. Je laisse celle de ma place au directeur des rédactions de l'AGFI, Alexandre Garabédian, pour le panel dédié à la dette privée. Merci à tous. Merci. Merci.